Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast AWS en français. Merci de nous écouter. Si vous nous écoutez sur les plateformes de podcast, nous sommes présents dans la plupart des applications, que ce soit Apple, Google, Deezer, Spotify pour en nommer plus d'une, et Amazon Music depuis quelques semaines, quelques mois. N'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous recevez les nouveaux épisodes automatiquement chaque semaine. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui m'intrigue un peu, je dois bien le dire. C'est collaborer ensemble sur des jeux de données sans échanger les données. Et pour ce faire, j'ai invité Sandrine Murcia, qui est cofondatrice et directrice générale de Cosmian ou Cosmian. Sandrine, merci d'être là. Dis-moi, Cosmian, c'est quoi le problème que vous essayez de résoudre pour vos clients? Bonjour Sébastien, ravi d'être là également. Donc j'espère que tout va être plus clair à la fin de la session. On va éclairer tout ça. Donc alors, en fait, nous, Cosmian, on développe des solutions logicielles pour entreprises qui vont justement permettre de pouvoir utiliser de la donnée sensible, a priori, sans avoir à la partager telle qu'elle, à l'exposer en clair. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça? On fait ça. Exactement. Parce qu'on va intégrer dans ces solutions logicielles des technologies cryptographiques, qui sont très avancées, très récentes. Donc, ça veut dire un peu à l'échelle des maths depuis 4-5 ans, 6 ans, grosso modo. Et ce sont des techniques donc pure cryptographiques, on dit donc purement mathématiques, qui vont en fait permettre maintenant de pouvoir utiliser de la donnée, alors sensible, puisque le problème se pose de la sécurité, de la confidentialité des données quand elles sont sensibles, mais sans avoir à partager, à donner accès à la donnée en fait, pour pouvoir collaborer et faire rentrer la donnée dans le calcul. Voilà, c'est ça qui est assez mathémagique, comme on dit. Mathémagique, j'aime bien l'aspect. J'allais citer exactement, utiliser le même adjectif, magique. Mais il n'y a pas de magie, c'est des maths en dessous. On va essayer de comprendre comment ça marche et comment vous utilisez le cloud AWS pour faire ça également. Avant toute chose, tu peux me donner un exemple concret, un cas d'utilisation, pas nécessairement réel, mais de quelles données on parle, de quel genre de collaboration on parle? Est-ce qu'on parle de partenaires, d'une relation client-fournisseur? Enfin voilà, un contexte. Des cas en fait très réels de sociétés qui utilisent en fait déjà nos solutions. Alors ça va concerner quand tu as différents participants. Alors par exemple dans une même société qui veulent pouvoir pooler de la donnée ensemble, etc. et faire des calculs dessus. Et en fait, c'est très compliqué pour plein de bonnes raisons de bouger la donnée, d'y donner accès. Je vais donner accès après. Donc ça peut concerner dans une même entreprise, ça peut concerner dans un même univers, par exemple la santé, différents acteurs qui veulent développer de nouvelles solutions, justement en croisant des données, en les analysant, etc. Et là aussi, par exemple, des labos de recherche, des docteurs. Par exemple, dans la santé, par exemple, ce qu'on travaille avec des acteurs, ça va être là un industriel qui fait des cabines médicales. Donc les gens rentrent dans les cabines médicales, dans des endroits où il n'y a pas de médecin tout de suite, donc c'est des médecins qui sont après appelés en remote, en téléconsultation. Donc la personne rentre dans la cabine, on lui prend des constantes physiques, température, etc. Et après le médecin fait tourner un certain nombre d'analyses, pour un premier diagnostic, etc. Et donc là ils sont en train de mettre au point un système qui va pouvoir, alors, grâce à Cosmian, qui souhaitait en fait pouvoir intégrer aussi l'analyse de données médicales, de fichiers médicaux qui se trouvent eux généralement dans des hôpitaux ou dans d'autres instances. Évidemment, alors même si la finalité de lancer un calcul pour analyser une pathologie ou déterminer quelle est la maladie, ou en tout cas les premiers symptômes que présente la personne, et bien même si la finalité est intéressante pour tout le monde, et surtout pour le patient, il est hors de question bien sûr que l'hôpital donne accès aux données telles quelles en clair. Le fabricant de matériel médical également, c'est des données en fait sensibles qui sont recueillies sur le patient. Et donc comment le médecin peut à distance lancer ce calcul sans finalement accéder ou récupérer telles quelles les données. Et donc c'est ce que va mettre à profit en fait des technologies pure cryptographie, on pourra y revenir, où le médecin va lancer son calcul de scoring qui va traiter en fait de ces différents éléments et qui magiquement à la fin lui donnera le résultat de ce calcul, mais sans que à aucun moment il n'ait eu accès aux données directement de l'hôpital ou directement en fait de la cabine. Et lui aura accès aux résultats et bien sûr le patient, voilà. Mais l'hôpital et puis le fabricant n'aura aucune idée du en fait résultat du calcul qui aura été lancé. Alors là, il va falloir expliquer quand même, parce que pour faire le calcul, à un moment, la donnée elle doit être en clair dans un CPU, dans de la mémoire quelque part. Justement, explique-nous ça. D'abord, peut-être en matière de localisation physique. Donc, on imagine 2 ou 3 silos de données. Tous ces silos de données sont dans le cloud, ou il peut y en avoir des on-prem, etc. Les deux, aucune les deux, d'accord. De plus en plus dans le cloud, c'est plutôt intéressant du coup. Mais voilà. Donc ensuite, alors pour revenir un peu à la base,
nous, ce qu'on fait, donc, c'est qu'on intègre depuis des papiers de recherche mathématiques. On va passer dans du code, et ensuite on va créer donc un environnement logiciel qui permettra facilement d'utiliser ces technologies sans avoir à être bien sûr mathématicien ou cryptologue. Alors, on s'adresse néanmoins à des artisans de la data. Donc, c'est vraiment des outils qui sont à être utilisés par les équipes data, voilà, dans les entreprises, ou bien qui vont être retraités avec des interfaces. L'exemple du médecin. Le médecin n'est pas un data scientist, où il est sans le savoir, mais il peut quand même lancer le calcul et récupérer un résultat qui lui soit lisible. Voilà. Donc, c'est pour expliquer un petit peu. Donc, nous, à aucun moment, Cosmian, on ne récupère de la donnée, on analyse de la donnée pour nos clients. On met en fait à disposition un environnement qui vont leur permettre de décider avec qui ils veulent faire ces calculs, sur quel type de données, et justement gérer l'accès aux résultats. Voilà pour poser un petit peu le schéma. Oui. Donc vous êtes un éditeur logiciel, si on peut dire ça comme ça, et vos clients déploient votre solution chez eux, que ça soit on-prem ou dans le cloud, peu importe, mais ils ont un truc à installer donc que vous leur fournissez. En direct, on travaille par exemple pour des banques, dans le secteur de l'assurance, donc où c'est bien installé en direct. Là, pour des problématiques, je dirais souvent internes avec des partenaires, ou bien ça va être d'autres sociétés, comme l'exemple de la santé que je donnais, qui va justement intégrer nos solutions pour proposer un nouveau service ou améliorer, etc. Voilà. Et une fois que j'ai installé le package, install.exe, clic next. Non, c'est un peu plus compliqué de faire peut-être, mais j'ai une interface graphique qui me permet d'abord d'établir quels sont les partenaires avec lesquels je vais travailler. Et je connais un tout petit peu la crypto. Je suppose qu'il y a un concept de confiance ou d'échange de clés. Enfin, il y a une mise en relation initiale. Alors qu'il faut faire. De ces techniques de crypto, c'est qu'on se fasse pas confiance. C'est qu'on appelle zéro trust. Zéro trust. C'est qu'on puisse travailler sans avoir à se faire confiance. Alors ça veut pas dire qu'on est méfiant. Ça veut pas dire que c'est pas d'un point de vue bien sûr éthique, mais il faut qu'il y ait un environnement qui permette à tout moment de savoir ce qui s'y passe et de respecter effectivement, je dirais, les règles qui ont été établies. Donc comme tu le dis, un calcul collaboratif entre différents participants, ça va pas arriver par hasard. On va pas lancer un calcul et puis oups, tiens, super, voilà. Donc ça implique, alors plus sérieusement, justement, ça implique qu'il y ait des participants qui soient clairement identifiés entre eux, de toute façon, que on se mette d'accord sur le calcul qu'on va faire. Voilà, parce qu'une fois de plus, le calcul peut pas, il peut démarrer, mais il va pas arriver par hasard, etc. Donc, il faut qu'il y ait un accord sur ce calcul. Et on se met également d'accord sur le niveau d'accès aux résultats, parce qu'on a énormément de, il y a le cas que je donnais dans la santé, uniquement le médecin et le patient ont accès aux résultats. C'est la norme, voilà. Et puis, il y a des tas de calculs où tu vas avoir des participants au calcul qui vont jamais avoir accès aux résultats, ou d'autres qui vont demander des calculs mais qui n'auront pas les données. Donc il y a vraiment là aussi pour en fait les clients qui utilisent le service de se mettre d'accord. Donc en fait nous un calcul collaboratif qu'on va paramétrer dans Cosmian Cypher Compute, qui est le nom du logiciel qui permet de faire sécuriser du calcul collaboratif, c'est des participants qui décident qui participent, le type de données auquel on veut utiliser dans le calcul, mais sans donner accès à l'ensemble des données qui sont en fait sous les types de données. Le type de calcul, où se trouve ce calcul, je vais revenir un peu sur comment ça se passe dans le logiciel, et puis qui a accès aux résultats, etc. Voilà. Alors, ça, c'est ça, paramètre, Commençons par les données. On doit définir le schéma de données, de quoi on parle. Est-ce que c'est des chaînes du JSON, du machin, des strings, des entiers, Alors on travaille sur de la donnée structurée, donc c'est généralement par rapport à des bases de données, qui sont déjà identifiées. Donc tout ce travail en fait aussi de structuration de la donnée, etc. Ce sont les équipes data qui le font. Une fois plus, nous Cosmian, on n'est pas un outil de data science au sens où on va faire les choses sur data scientist. C'est eux qui le font. En fait, nous on va leur permettre finalement de pouvoir accéder à de la donnée qui est très compliqué pour eux justement d'accéder telle quelle en clair parce que c'est très risqué. Voilà. Et donc nous on va permettre de leur donner accès à des données. Alors sans y accéder directement, mais pouvoir quand même les utiliser dans des calculs, et ensuite ils vont pouvoir appliquer, définir des modèles, etc. Donc on est vraiment à ce moment clé dans la data science. En fait, nous ce qu'on se rend compte et ce qui a un peu prévalu, au développement de la société, c'est que dans la data science il y a beaucoup de science, il y a beaucoup de data, et la partie science algorithmique, alors tout n'a pas été inventé bien sûr, mais c'est le travail des data scientists et ils font leur boulot. Mais la problématique elle n'est pas tellement sur plus d'algorithmes ou plus compliqués. Ça, on y arrive avec la machinerie humaine. C'est vraiment l'accès aux données pour pouvoir entraîner les modèles, etc. Et il y a beaucoup de données qu'on ne peut pas accéder parce que c'est compliqué de les partager en clair pour plein de bonnes raisons. Des données personnelles en termes de sécurité et de respect de la confidentialité. Donc, où on fait des choses à petite échelle, on les fait pas du tout parce que ce risque associé à utiliser ces données en clair est trop élevé. Donc nous, on va abaisser ce risque. C'est comme ça que nos clients
restitue ou reformule la valeur de travailler avec ces solutions, c'est qu'en fait le risque est plus faible parce que la donnée n'est jamais accédée telle quelle en clair, et c'est ça qui peut être prouvé du coup mathématiquement parce qu'on parle de pure crypto. Alors, on a parlé de la donnée, tu as parlé de calcul plusieurs fois aussi. C'est un calcul générique, je peux venir avec mon code Python, machin, ou vous fournissez une librairie, ou enfin les deux, ça marche comment? Alors, il y a un peu de deux. Alors, comme je le disais, généralement, nos partenaires data scientists, ils ont leur librairie d'algo, ils savent ce qu'ils veulent faire, etc. Après, nous, on va fournir un certain nombre d'outils dans le logiciel pour démarrer, mais généralement, il n'y a pas un besoin, une demande ou une attente qu'on fournisse énormément d'algorithmes déjà prédéfinis. Effectivement, nous, le système permet de pouvoir directement utiliser les algos que tu as pu mettre au point dans différents langages. Alors par calcul, c'est un peu parfois un abus de langage parce que calcul ça veut dire beaucoup de choses, et parfois on va peut-être visualiser des intentions de faire des choses très compliquées en calcul. Alors c'est possible, c'est pas impossible, mais en fait il y a beaucoup de calculs ou des fois de la statistique assez basique, on pourrait dire, qu'on ne peut pas faire ou qui est très compliqué à mettre en œuvre parce que justement on n'a pas accès directement à ces silos de données, voilà. Et donc là, nous, on se rend compte qu'on vient de débloquer des situations, pas forcément qui sont compliquées sur le plan calculatoire ou algorithmique, mais surtout en fait tout simplement, de mettre en œuvre. Donc, je peux te donner des exemples de choses, très simples auxquelles on pense pas forcément, mais qui en fait sont très très demandées en entreprise, par rapport à des tableaux de bord opérationnels, par exemple. Donc je suis vraiment à l'extrême bout d'intelligence artificielle et de machine learning très compliqué, mais c'est pour montrer vraiment ces besoins liés à la donnée. Typiquement, il y a beaucoup de besoins en entreprise de monter des tableaux de bord opérationnels sur différents indicateurs, de performance. Et toute la difficulté, c'est d'arriver, d'avoir un groupe qu'on peut mesurer et que chacun puisse savoir comment il se situe par rapport au groupe, mais sans que les autres du groupe sachent où tu te situes. Voilà, donc tu veux pouvoir toi savoir ta performance, ton rang par rapport à beaucoup d'indicateurs, mais tu ne veux pas en fait que les autres le sachent. Donc c'est assez basique. Ce qu'on appelle le problème des millionnaires, c'est ce qu'a donné d'ailleurs, c'était le problème au démarrage mathématique qui a été résolu justement par la technologie crypto qu'on utilise avec Sapphire Compute qui s'appelle du Secure Multi-Party Computation. Le problème de base, c'était le problème des millionnaires. Tu as plusieurs millionnaires dans une pièce, tout le monde veut savoir qui est le plus riche, mais personne ne veut dire de combien il est riche. Donc ça, c'est c'est un peu le scénario mathématique de base. Et en fait, c'est tout à fait ça. Donc quand on dit ça, ça n'est pas forcément rêvé parce qu'on c'est pas des calculs très compliqués derrière, mais n'empêche qu'il y a beaucoup d'applications dans des tableaux de bord financiers entre différentes filiales, entre différentes unités, des applications dans l'univers de l'ARH avec beaucoup justement d'informations sensibles liées au salaire, voilà exactement. Et tout ça en fait, donc c'est vraiment ça peut sembler assez anecdotique, mais en fait ça représente beaucoup, beaucoup d'énergie et beaucoup de besoins aux entreprises. Et puis après, on peut tomber sur l'exemple de la santé où là on fait des calculs de scoring de pathologie, et on fait également des calculs beaucoup plus complexes aussi sur des tarifications énergétiques, etc. Mais voilà, on a vraiment tout un scope de sophistication, de complexité du calcul, et c'est pas forcément là où c'est le plus compliqué que c'est le plus difficile à mettre en œuvre finalement. Donc on retombe nous sur un positionnement d'éditeur de logiciels entreprise, vraiment pour résoudre ces problèmes en entreprise. Et si vous voulez en savoir plus, regardez dans les notes du podcast. J'ai mis évidemment tous les liens vers les algorithmes dont Sandrine est en train de parler. Donc vous avez de la lecture pour le week-end certainement. Alors, j'ai bien compris. On installe votre solution sur dans toutes les parties. On définit le modèle de données, le type de calcul, etc. Comment se passe la partie mathématique dont tu parlais? Parce qu'à un moment, le calcul, il doit bien accéder à des données en clair. J'ai bien compris, je pense avoir compris que les données ne vont pas être échangées, même pas chiffrées entre les différentes parties. Donc, où est-ce que le calcul se fait? Comment ça marche, sans rentrer dans tous les détails cryptographiques, évidemment? Alors là, une des technologies qu'on met en œuvre particulièrement pour le calcul collaboratif, donc ça s'appelle Secure Multi-Party Computation, c'est là où tu vas envoyer les informations. Donc c'est une technique pure cryptographique qui permet de faire du calcul collaboratif, donc sans révéler les données en clair et sans partager les données en clair. Donc ce qui va être protégé, c'est en fait l'environnement de calcul. Je dis ça par rapport à opposition à d'autres techniques de chiffrement aussi sophistiquées, où là on va chiffrer la donnée et ensuite faire un calcul. Donc ça,
on pourra en parler après si on a le temps. En tout cas là sur Cypher Compute, c'est principalement en fait cette technologie donc Secure Multi-Party Computation qui a été mise au point par un cryptologue anglais qui s'appelle Nigel Smart, qui dirige un labo de recherche en cryptographie très connu en Belgique, à KU Leuven, et qui est un peu le pape en cryptographie de ce système. De ce système. Alors le principe, c'est que effectivement la donnée ne va pas être partagée telle qu'elle en clair, mais ce qui va être fait, c'est qu'elle va être dépecée. Elle va être cassée en plein de petits bouts. Et ces petits bouts-là, on va y ajouter aussi un secret. Et ensuite, c'est ces petits bouts avec ces secrets qui vont être intégrés dans le calcul avec les bouts, les petits secrets des autres. Et tout ça, ça va être ensuite calculé dans un environnement chiffré, exactement protégé. Et ce qui va être uniquement échangé entre les différentes parties, ça va être des résultats intermédiaires de ces petits bouts avec ces secrets chiffrés. Ce qui fait que si quelqu'un de malicieux ou de malveillant récupère un de ces bouts de calcul en fait pendant que se passe le calcul, eh bien ce qu'il récupère c'est un résultat chiffré, donc ou a priori il n'est pas capable de le déchiffrer, et il est impossible de remonter en fait à la donnée d'origine en clair parce qu'elle est complètement brouillée, complètement coupée en petits morceaux, mélangée avec des bouts, tu vois, des bouts de tes données à toi, des bouts de mes données à moi, donc c'est vraiment, et ça c'est mathématiquement prouvé qu'on ne peut pas remonter à la donnée d'origine. À la fin, dans le calcul MPC, donc les bouts vont s'agencer selon en fait le calcul qui a été choisi, et un résultat en clair donc va être accessible pas forcément à tous les participants du calcul, mais ça peut être le cas, mais pas forcément le cas. Il y a des très bonnes raisons pour lesquelles tout le monde ne va pas forcément avoir accès au calcul. L'exemple, tu vois, sur les tableaux de bord dont je parlais, en fait le calcul il est fait pour tout le monde. Sur les mêmes indicateurs qui ont été choisis, mais par exemple moi je ne vais avoir accès aux résultats de mes performances vis-à-vis du groupe 1. Et toi tu auras accès aux tiennes vis-à-vis au groupe, mais tu n'auras pas accès aux miennes et moi j'aurai pas accès aux tiennes. Voilà, donc c'est ce principe de révélation contrôlée en fait du résultat. Et le calcul se fait de façon distribuée, j'ai bien compris, en même temps sur plusieurs nœuds aux différents sites. Et quand tu dis quand tu installes Cypher Compute, donc l'instance avec les interfaces, donc chaque participant en fait a installé cette instance, ce serveur Cypher Compute. Par exemple, tu veux lancer ton calcul, donc tu vas sélectionner tes participants, tu vas sélectionner le type de données que tu veux utiliser. Mais ces données-là, en fait, comme j'ai expliqué, elles sont jamais accédées telles quelles en clair. Tu vas indiquer où se trouve le code en fait du calcul que tu veux utiliser, et tu lances une autorisation, une demande de validation aux autres participants. Alors je raconte ça fait un peu étape l'une après l'autre, mais le système bien sûr travaille rapidement, et on peut aussi déterminer avec un scheduler que le même calcul, une fois qu'il est approuvé, va se faire 2 fois par jour, 1 fois par mois, etc. Donc la première phase peut être raccourcie. Et donc ensuite moi je reçois ta demande de validation. Je peux approuver ou pas, et j'approuve en allant voir où se trouve effectivement le code du calcul, je peux l'auditer, je peux simuler, je peux faire plein de choses pour ensuite pouvoir valider en fait ce calcul. Quand tout le monde a validé, tu reçois la notification comme quoi tout le monde a accepté, et tu envoies la computation. Et effectivement à ce moment-là, Cypher Compute va appeler en fait le code correspondant au calcul qui a été validé par tout le monde, et va le faire monter sur chacune des instances. Et effectivement, donc de façon décentralisée, c'est le même calcul, donc le même code qui va être exécuté. Et là aussi, j'imagine que le code est signé, qu'on puisse pas l'altérer ou modifier. On regarde avant comment ça se passe. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un outil. On n'a pas besoin d'être mathématicien ou cryptologue pour le comprendre, mais c'est vrai que ça s'adresse aussi à des gens qui vont manipuler du code et voilà, qui savent le lire ou le tester, etc. Donc en fait, avant l'approbation, une fois que c'est approuvé, le calcul se lance. Si pour une raison ou pour une autre, un des participants ne souhaite plus faire le calcul, il coupe tout et tout s'arrête. En fait, le calcul s'arrête. S'il se passe quoi que ce soit pendant que le calcul est lancé, de bizarre, donc on peut avoir plusieurs exemples de bizarre, tout va s'arrêter également. Et si en fait tout le monde est d'accord, uniquement si tout le monde est d'accord pour faire un changement, le changement est pris en compte. Voilà, donc c'est pour dire, c'est ce qu'on appelle une résistance à N-1 en fait, dans le modèle de sécurité, c'est qu'il faut que tout le monde soit d'accord pour faire un changement. Il peut pas y avoir de collusion, par exemple entre toi et moi vis-à-vis de 2 autres participants, en disant tiens on va changer ça, ils vont pas s'en rendre compte.
ça n'est pas possible. Forcément, comme c'est la même copie décentralisée du calcul, si quelqu'un s'amuse à changer les choses, tout de suite, ou bien ce changement est reflété par tout le monde et accepté, ou bien le système en fait. Titillé ma curiosité aussi quand tu as dit que la donnée était coupée en petits morceaux pour être ajoutée avec des secrets. Mais non, mais j'essaie de comprendre à quel point elle est coupée. Est-ce qu'on parle d'un record de base de données, par exemple, dont le champ 1 va être séparé du champ 2, ou est-ce qu'on parle vraiment de couper la donnée? Si j'ai un entier 32 bits, il y a 16 bits qui seront d'un côté et 16 autres bits qui seront de l'autre côté. Je ne sais pas si c'est vraiment 16-32, mais c'est vraiment au niveau des entiers, absolument. Et c'est pour ça que ce qui est crucial dans l'outil, après aussi, c'est que il y a beaucoup d'échanges. En fait, les parties se parlent. Justement pour faire circuler ces bouts de code, donc il faut du coup qu'il y ait une connectivité, enfin ce qu'on appelle des systèmes interactifs. Voilà, il faut que les entités puissent communiquer les unes avec les autres parce qu'elles vont s'échanger beaucoup justement le code, les bouts de résultats intermédiaires, etc. Donc il faut qu'il y ait une bonne connectivité effectivement entre les participants. C'est une bonne transition sur ma question suivante. C'est quel type d'infrastructure il faut pour faire tourner votre solution? Si on parle cloud, typiquement, c'est des grosses instances EC2 avec du GPU, etc. J'aimerais te dire, oui, il faut des clusters de centaines de nœuds. Alors a priori non, c'est vraiment des infrastructures assez standards. Nous en fait justement ce qu'on essaye de travailler avec les solutions et bien sûr leur déploiement et leur implémentation, c'est que ce soit facilement utilisable et pas effectivement avec des environnements alors ça peut être très très puissant, mais j'irais entre guillemets très exotique, vraiment avec le matériel déjà existant en fait dans les sociétés, voilà, donc pour un peu de capacité de calcul, mais c'est pas tellement ça qui va, voilà, donc ça s'installe assez simplement, tout est dockerisé, etc. Et donc nous notre boulot aussi c'est d'une part, comme je le dis souvent, de passer des papiers de recherche mathématique, voilà, de mathématiciens de très très haut niveau à du code et de garder la même robustesse dans le code que bien sûr on peut prouver mathématiquement, et ensuite que ce code il soit justement dans un environnement logiciel qui soit simple d'utilisation par rapport aux personnes concernées, facilement déployable, etc. et s'interfacer avec les API, avec tout ce qui va bien en ce moment. Et ça aussi, ça me permet de poser ma question suivante. Je me disais, vous devez avoir une librairie de connecteurs pour aller chercher la donnée là où elle est. Donc, tu as parlé de base de données relationnelles, donc je suppose du JDBC, des trucs comme ça. Mais ça peut être aussi des fichiers plats, du CSV, de l'S3. Et ça c'est vous qui faites ou c'est le client qui doit préparer, pré-mâcher? C'est nous qui avons les connecteurs. Après, les formats, effectivement, sont préparés par nos clients. Mais une fois de plus, les équipes data principalement ou les équipes sur des projets data, elles savent faire. Enfin, c'est pas un problème. Elles ont déjà en fait les fichiers sous les formats qui vont bien. Donc nous, on va plutôt développer les connecteurs par rapport à ce qui est déjà utilisé sur le marché et qui, comme tu dis, des fois tout simplement du CSV. Voilà. Tu as parlé plusieurs fois de preuves mathématiques de correctude. Je ne sais pas si c'est très français, que c'est correct en tout cas. Vous avez audité votre solution, vous l'auditez en permanence. Comment vous faites le contrôle de qualité? C'est une question que je pose rarement, mais dans ton cas, ça... Bien sûr, parce que justement, je parle de zéro trust, donc je ne suis pas en train de dire qu'il faut nous faire confiance aveuglément du tout. Donc d'une part, justement, nous, il y a ces deux étapes importantes. Il y a du papier de recherche mathématique. Alors, si quelqu'un veut challenger les papiers de recherche mathématique, il y va, pas de problème. Mais voilà, donc après nous une première étape importante, c'est justement de passer de ces papiers de recherche mathématique à du code qui va reproduire et garantir la même robustesse que ce qui est démontré mathématiquement. Donc pour faire ça, première chose, nous on travaille au plus proche des chercheurs et on a nous-mêmes des développeurs, une équipe en fait de chercheurs en cryptographie et des développeurs formés crypto qui vont faire en fait ce pont. Donc c'est déjà une étape importante. On va ensuite effectivement faire appel à des crypto-analystes, des équipes externes qui vont justement tester cette robustesse du code, qui eux-mêmes connaissent bien l'environnement mathématique et ensuite sont capables justement d'aller chatouiller là où ça fait mal et de tester le code. C'est une première chose. Et ça, en principe, ça garantit cette sécurité-là. On est sur des technologies qui sont assez récentes, même si certaines, comme le Secure MPC, ça a une petite dizaine d'années, mais il y avait pas, c'était un peu en laboratoire encore, il n'y avait pas d'outils en fait développés. Et nous, d'ailleurs, on a développé en fait tout un compilateur en Rust qui permet justement de pouvoir processer différents langages, etc., pour que ça devienne vraiment une machine super simple. Donc il y avait déjà des éléments un peu, je dirais, en laboratoire, mais qui n'avaient pas la robustesse aussi de ce qu'on pourrait utiliser en entreprise. Donc ensuite, ces technologies, elles sont récentes. Il n'y a pas de certification
à l'heure actuelle au sens où on l'entend sur d'autres services, parce qu'il n'y a pas encore de standards et de normes, mais c'est très bien documenté d'un point de vue mathématique. Beaucoup d'entreprises aussi s'intéressent au sujet. On a souvent des interlocuteurs, alors des fois dans beaucoup d'entreprises qui ont une très bonne connaissance aussi crypto, qui comprennent le système, qui vont le tester, etc., et qui comprennent aussi les modèles de sécurité en fait, et qui permettent après de déployer en fait des outils. Donc voilà sur l'ensemble de la phase d'audit. Après sur l'audit même du calcul, comment ça se passe, par exemple dans Sapphire Compute, là c'est un petit peu sur un sujet connexe. Tout le système va justement enregistrer et recorder tous les événements. Tout est logué, ce qui fait qu'on peut là aussi à tout moment pouvoir auditer que le calcul a été lancé et approuvé comme il devait l'être, que ça s'est bien effectué comme il fallait, donc tout aussi là est documenté. Donc c'est aussi une garantie de pouvoir vérifier et auditer que les choses se sont passées comme prévu si jamais il y a une question ou un souci. D'accord, donc à la fois un audit de votre solution en tant que solution avant de la déployer chez le client, et puis un audit possible calcul par calcul compris, pour vérifier quelles données ont été accédées par qui, quand. Tu vois, sort. En fait, tout de suite, on a accès à l'ensemble des logs en fait et des événements qui ont eu lieu pendant le calcul, depuis l'envoi des validations avec ce qu'il y avait dans ces demandes de validation, là où se trouvait le code, la version du code, on peut accéder au code, enfin, tous les éléments qui permettent de retracer ce qui s'est passé jusque à la fourniture en fait des résultats selon les règles qui ont été définies aussi là par les participants. J'ai une autre question que d'habitude je pose pas dans le podcast. En t'écoutant parler, je me dis mais qu'est-ce qu'elle a fait avant ? Pourquoi elle a commencé Cosmian ? D'où elle vient ? Parce que c'est tellement différent des startups ou des sociétés que j'interviewe habituellement. Il y a quand même une fondation mathématique extrêmement forte. Tu as travaillé dans le domaine de la crypto, des maths avant, de la recherche. Ou des associés à toi ? Non, en fait moi j'ai une formation d'ingénieur, mais pas du tout en maths ou en computer science, en crypto, en biotechnologie. Après j'ai fait un peu de maths en prépa, mais je peux pas dire que j'ai fait des maths. Donc je comprends un certain nombre de choses, voilà. Mais non, moi ce qui m'intéressait, c'était le sujet de la donnée en fait. Ce qui m'intéressait avec mon associé Bruno Greider, c'était on s'intéressait il y a 2 ans, 3 ans et demi en fait, 3-4 ans. Il y avait tout l'environnement un peu RGPD là dont on parlait, et puis nous on trouvait que c'était fascinant cette dimension sur les données, effectivement, de pouvoir croiser des données de sources différentes, d'univers, d'écosystèmes différents, et on se disait vraiment, mais là si faudrait trouver un moyen. Alors moi ça faisait penser à mes études de biotechnologie, d'avoir une espèce de perméabilité sélective. Comment est-ce qu'on pourrait réconcilier justement utiliser des données sensibles mais qui présentent une valeur en fait dans l'analyse importante, tout en garantissant leur sécurité et leur confidentialité. Et on se disait, c'est pas possible qu'on rentre dans des systèmes où, on a à se faire confiance parce qu'on va cocher des cases en disant, promis, on voit rien, on fera rien avec, etc. Caricature un petit peu. Et vraiment, nous, ça nous intéressait. On trouvait qu'il y a, d'un point de vue, intellectuel, citoyen, etc. Donc, c'est intéressé à tout ça. Et on s'est intéressé aussi, on disait qu'il y a forcément une façon de le faire, de résoudre techniquement. Alors, sans qu'on soit technophile total, c'est pas ça, mais on se disait justement, ça c'est intéressant, qu'est-ce qui pourrait bien se passer là-dedans. Donc on a commencé à s'intéresser à ça, on bossait à côté, puis on voyait de temps en temps, on réfléchissait. Quand on a décidé de passer le pas, on a regardé plus précisément un certain nombre de technologies. Voilà, on regardait beaucoup la blockchain. On s'est dit, on sait pas du tout ça. La dimension décentralisée, je te vois venir, la dimension décentralisée, mais en fait, pour protéger la donnée, c'est pas possible, c'est pas le bon outil. Là aussi, on s'est intéressé à ces solutions de cryptographie. Alors, je dois dire que c'est Bruno, donc mon associé directeur technique, qui lui avait fait des maths, précédemment, et tout, donc qui lui suivait cet environnement crypto, alors pas forcément crypto-monnaie, mais surtout aussi cryptographie, et donc il lisait ces papiers-là, t'es capable de lire des papiers normal sup, de comprendre beaucoup de choses, et en fait, quand il est revenu, il a dit, là, j'ai vu ça, que je suis depuis un certain temps, on s'est dit, Eureka, bon sang, mais c'est bien sûr, ça nous parle. Et puis en fait, après on est rentré dans un univers en contactant les chercheurs, dont le patron du laboratoire en Belgique ou du laboratoire en France, David Poicheval. On a rencontré des gens vraiment formidables, très ouverts, qui s'intéressent à des sujets vraiment concrets, donc dont tout ce qui concerne la confidentialité justement dans le cloud, avec de la cryptographie. En fait, c'est tout un univers que moi je connaissais pas du tout avant. Bruno, un chouïa plus, mais c'est vraiment très académique aussi. Mais moi j'ai adoré un peu ces contraires entre des techniques très avancées, assez nouvelles, et en même temps des applications maintenant
maintenant. C'est pas très concret, très réel. C'est maintenant en fait. Et je trouve ça vraiment intéressant. Et en fait, ce sont toute une communauté. Ils ont beaucoup de choses dans leur basket, dans leur panier, dans leur petit panier, pour résoudre pas mal de problèmes concrets. Et ils s'intéressent à ces problèmes-là aussi. Voilà. Donc moi, je voulais vraiment démarrer un projet qui soit très B2B, très tech. Donc là, je suis servie. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Non, c'est intéressant, mais ça fait donc à peu près 4 ans que vous avez commencé. Et comment tu vois l'évolution dans le futur? Est-ce qu'il y a des angles d'amélioration? Alors, il y a surtout des angles de croissance. Il y a surtout des angles de croissance, puisque là, en fait, depuis qu'on a créé la société, en 2018, on a recruté les équipes, ça continue à recruter. On a eu des premiers projets clients et maintenant on a des produits donc qui sont packagés qu'on est en train de pousser. Donc il y a maintenant tout un environnement et des ambitions de développement de la société avec nos produits. Après le développement sur l'ambition qu'on a, en fait, c'est de continuer à être vraiment à la pointe de toutes ces nouveautés cryptographiques et d'être les premiers toujours à aller plus loin et à s'emparer d'avancer. D'ailleurs, nous, depuis 3 ans qu'on a démarré la société, on a vu les progrès dans certaines techniques où on pouvait faire au début que du calcul, par exemple linéaire, addition, multiplication. On commençait à peine à pouvoir faire du calcul quadratique. Maintenant, on peut le faire. Et la prochaine étape, c'est faire du calcul non linéaire. Et donc ça avance très vite aussi. Donc c'est passionnant aussi d'être sur un univers où les limites sont quasiment sans arrêt repoussées. Alors nous, tout l'enjeu, c'est d'arriver à maintenir la course, le rythme. Alors tout n'est pas forcément utilisable, mais il y a vraiment des choses extraordinaires qui est très bien pensé. Alors c'est cet enjeu-là, donc nous un développement commercial, éditeur de logiciels, et puis on est aussi très présent et on s'implique dans des projets justement de recherche collaboratifs, européens, aux côtés de chercheurs sur des sujets. Alors je te parlais beaucoup de la partie cloud, et David Poincheval est quelqu'un qui est très reconnu et qui gagne des bourses européennes sur ces sujets-là. Et puis là, on vient aussi de déposer un dossier pour un sujet sur la détection très en amont de la maladie d'Alzheimer. Justement, permet là aussi de processer beaucoup de données sensibles liées à la condition des personnes, etc. Donc, nous, il y a aussi une ambition de faire des choses, d'être sur des projets qui font avancer. Beaucoup d'enjeux la société. Et puis en même temps, de développer une société effectivement éditeur de logiciels et de rester avec ces deux bords, quoi. Cosmian.fr, du calcul collaboratif sans partager des données en clair. Cosmian.com. Oui, au fait, moi j'ai tapé Cosmian.fr, j'ai pas fait attention. Effectivement, Cosmian.com, si vous voulez contacter Sandrine et son équipe, le bouton est sur la première page. Je vois qu'il y a aussi un free trial. On peut faire du calcul collaboratif. Allez-y, lancez-vous, vous pouvez tester la machine. Merci Sandrine pour tes explications, avoir levé un coin du voile et expliquer comment on peut partager des données sans connaître les données, sans les échanger en texte. Je mettrai évidemment tous les liens dans les notes du podcast. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. À la semaine prochaine, on parlera des dernières nouveautés des 2 dernières semaines sur AWS, vendredi prochain. D'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.